Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle soirée horrifiques histoires. Je gargouille. Et ce soir, donc, dans Horrifique Histoire, Épouvante à Salem, une nouvelle d'Henry Kuttner. Braves gens, bonne soirée et bonne écoute. Et au cas où, n'hésitez pas, je continue de vous lire dans le chat, même quand je lis. N'hésitez pas. Vous pouvez, si vous voulez. Comme vous voulez. C'était juste pour prévenir. Allez, désoublie, hein. Oh, cette transition était un peu trop violente. Allez, on se barre. Des rats, sans doute, pensa Carson la première fois qu'il entendit de légers bruits dans sa cave. Plus tard, il eut vent des histoires superstitieuses que les ouvriers polonais du moulin de Derby Street se chuchotaient au sujet d'Abigail Prynne, première occupante de cette ancienne demeure. Si aucun villageois ne se souvenait plus de cette vieille sorcière diabolique, des détails troublants sur ses activités foisonnaient dans les légendes morbides qui prospéraient dans le district des sorcières de Salem, comme autant d'herbes folles sur une tombe oubliée. De plus, elles étaient d'une précision déplaisante quant au détestable sacrifice qu'elle offrait à une icône vermivore aux cornes en forme de croissant, d'origine équivoque. Les anciens murmuraient qu'Abby Prynne se vantait d'être la grande prêtresse d'un dieu infiniment puissant qui demeurait au plus profond des collines. C'est en effet la vantardise impitoyable de cette vieille folle qui causa sa mort soudaine et mystérieuse en 1692, à l'époque des célèbres pendaisons de la colline du Gibet. Personne n'aimait en parler. Parfois, quelques vieilles édentées marmonnaient avec effroi que les flammes ne l'avaient pas brûlée, car son corps tout entier était rendu insensible par son état de sorcière. Abby Prynne et sa statue bizarre avaient disparu depuis longtemps déjà. Il était pourtant toujours difficile de trouver des locataires pour sa vieille maison aux pignons décrépits, au second étage en porte-à-faux et dont les curieuses croisées s'ornaient de vitres en forme de losange. La réputation sinistre de la bâtisse s'était répandue dans tout Salem. Rien de particulier pourtant ne s'était produit au cours des dernières années qui justifia ces inexplicables racontars. Mais de fait, à peine installé, chaque nouveau locataire déménageait aussitôt. Il donnait généralement de vagues explications, peu convaincantes, à propos de rats. Et ce fut un rat
qui conduisit Carson à la salle des sorcières. Carson avait loué cette maison afin d'y trouver la solitude qui lui permettrait de terminer son dernier livre, impatiemment attendu par ses éditeurs, une nouvelle histoire romanesque à ajouter à la longue liste de ses best-sellers populaires. Or, dès la première semaine, de petits cris et des grattements dans les murs pourris avaient dérangé l'écrivain à plusieurs reprises durant la nuit. Il mit pourtant un certain temps avant de se poser des questions sur l'intelligence de ce rat qui, un soir, détala sous ses pieds dans le vaste hall obscur. La maison était raccordée à l'électricité, mais l'ampoule du hall était petite et ne prodiguait qu'une faible lumière. Le rat n'était qu'une forme noire, déformée, lorsqu'il s'éloigna de quelques bonds pour s'arrêter et, sembla-t-il, l'observer. À un autre moment, Carson aurait sans doute chassé la bête avec un geste menaçant pour se replonger ensuite dans son travail. Mais la circulation de la Derby Street avait été particulièrement bruyante ce jour-là. Elle avait empêché de se concentrer sur son roman. Sans raison apparente, il avait les nerfs à fleur de peau. De plus, ce rat, immobile, hors de sa portée, semblait l'épier, avec un plaisir sardonique. Et bonsoir et bienvenue Clepsydrae. Merci pour le follow. Amusé par cette idée, il avança de quelques pas en direction du rat, lequel détala vers la porte de la cave. Et, surprise, cette porte était entr'ouverte. Il avait dû oublier de la refermer la dernière fois qu'il était descendu à la cave, bien qu'en règle générale, il fût attentif à la fermer, car la vieille maison était pleine de courants d'air. Le rat attendait dans l'encadrement de la porte. Déraisonnablement ennuyé, Carson hâta le pas, forçant ainsi l'animal à dévaler les escaliers. Il alluma la lumière de la cave et observa le rat tapi dans un coin. Celui-ci l'épiait de ses petits yeux enflammés et perçants. Tout en descendant les marches, il eut conscience d'agir comme un fou. Mais son travail l'avait épuisé et, inconsciemment, il accueillait avec joie toute interruption. Il traversa alors la cave en direction du rat, mais celui-ci ne bougea pas, les yeux toujours fixés sur lui. Un étrange sentiment de malaise s'empara alors de l'écrivain. Ce rat n'agissait pas normalement. Il le sentait bien. Et ses yeux froids et fixes, à peine plus grands que des boutons de chaussures, commençaient à le déranger. Tout à coup, le rat bondit sur le côté pour disparaître dans un petit trou du mur. Carson se surprit alors à sourire. D'un orteil nonchalant, il dessina une croix devant son refuge, bien décidé à y placer un piège dès le lendemain. Le museau et les moustaches ébouriffées du rat pointèrent prudemment. Il fit un pas en avant, hésita, puis recula,
Ensuite, l'animal se mit à agir de manière singulière, inexplicable, comme s'il dansait, pensa Carson. Il avançait timidement pour battre en retraite tout aussitôt. Il s'est lancé à nouveau pour s'arrêter net et bondir en arrière, comme si, la comparaison jaillit dans l'esprit de Carson, un serpent était lové dans le trou de l'animal et l'empêchait d'en sortir. Pourtant, à part la petite croix dans la poussière, rien n'expliquait cette conduite. C'était donc la présence de Carson qui contrariait le rat, car il se tenait à quelques pieds du trou. Quand il avança d'un pas, l'animal recula et disparut dans l'orifice. La curiosité en éveil, Carson prit un bâton et le plongea dans le trou. Et ainsi son œil, tout proche du mur, détecta quelque chose d'étrange à la dalle de pierre juste au-dessus du trou. Une rapide inspection de l'arête confirma ses soupçons. Cette dalle semblait mobile. Carson l'examina plus attentivement et remarqua un vide qui pouvait servir de prise. Il glissa une main dans l'encoche et tira avec une certaine hésitation. La pierre bougea. Il tira plus fort et, comme si elle était sur pivot, la pierre s'écarta subitement du mur, l'aspergeant de terre sèche. À hauteur d'épaule, un rectangle noir béait dans le mur. Une odeur nauséabonde de pourriture s'en dégagea, forçant Carson à reculer d'un pas. Il pensa alors subitement aux contes monstrueux circulant sur Abiprine et sur les secrets odieux qu'elle dissimulait dans sa maison. Avait-il découvert la retraite cachée de cette vieille sorcière ? Avant de s'aventurer dans cette gueule obscure, il alla chercher une lanterne. Se baissant prudemment, il enjamba alors la paroi et pénétra dans le passage étroit et fétide qu'il balaya du rayon de sa lampe. Carson se trouvait dans un tunnel étroit, à peine plus haut que sa tête, dont le sol et les murs étaient dallés. Après quelques 15 pieds de ligne droite, le passage s'élargit en une chambre spacieuse. Il devait certainement s'agir de la retraite cachée d'Abiprine. Cette cachette qu'il n'avait pourtant pas sauvée le jour où la foule en furie avait envahi Derby Street. Lorsque Carson pénétra dans la salle souterraine, il eut la respiration coupée par la surprise. La pièce était fantastique, surprenante. Le sol, surtout, retint son regard. Le gris neutre du mur cédait ici le pas à une mosaïque de petits carreaux multicolores aux dominantes bleues, vertes et pourpres. En effet, aucune couleur chaude ne s'y trouvait. Des milliers de petits carreaux colorés, pas plus grands qu'une noix, composaient ce prestigieux parterre. La mosaïque semblait suivre un dessin précis, inconnu de Carson. Des courbes. J'ai perdu ma phrase.
des courbes pourpres et mauves se mêlaient à des lignes brisées bleues et vertes, s'entrelaçant de fantastiques arabesques. On y distinguait des cercles, des triangles, un pentacle et d'autres figures moins familières. La plupart de ces lignes et de ces motifs émanaient d'un point précis au centre de la chambre. Un disque de pierre noire et mat, d'environ 2 pieds de diamètre. Le silence était total. Le bruit des voitures qui passaient de temps à autre par Derby Street ne pouvait s'entendre. Dans une alcôve peu profonde, Carson crut apercevoir des signes. Il avança lentement dans cette direction, éclairant de bas en haut les parois de la niche. Ces signes, quels qu'ils soient, avaient dû être tracés sur la pierre, il y a longtemps, car ce qui restait des symboles occultes était indéchiffrable. Carson distingua plusieurs hiéroglyphes partiellement effacés qui lui firent penser à de l'arabe, mais il hésitait cependant. Le sol de l'alcôve consistait en un disque métallique corrodé d'environ 8 pieds de diamètre. Carson eut la très nette impression qu'il devait être mobile, mais aucun système d'ouverture n'était apparent. Il réalisa soudain qu'il se trouvait au centre même de la chambre, dans le cercle de pierre noire, au cœur de l'insolite dessin. Une fois de plus, le silence absolu le frappa. Cédant à une impulsion, il éteignit la lampe et fut aussitôt plongé dans une obscurité totale. À ce moment, une idée curieuse lui vint à l'esprit. Il s'imaginait au fond d'un puits, un torrent d'eau tombé d'en haut, prêt à l'engloutir. L'impression était si forte qu'il crut effectivement entendre un grondement sourd, le mugissement de la cataracte. Profondément troublé, il ralluma la lampe et jeta un regard furtif autour de lui. Le battement s'expliquait bien sûr par les pulsations de son sang, audibles dans le profond silence, phénomène familier. Mais si l'endroit était aussi calme, l'idée jaillit de son esprit, comme imposée à sa conscience. Cette cave constituerait un lieu de travail idéal. Il n'était pas difficile d'y installer l'électricité, de descendre une table, une chaise et, si nécessaire, un ventilateur électrique, bien que l'odeur de moisi du début semblât avoir complètement disparu. Il pénétra à nouveau dans l'étroit passage et, lorsqu'il quitta la cave, ses muscles se détendirent de façon inexplicable. Il n'avait pas réalisé qu'il s'était contracté et imputa cette tension à la nervosité. Une fois à l'étage, il se fit un café bien noir et écrivit à son propriétaire à Boston pour lui faire part de sa découverte. Bonsoir et merci Faux Mad Monkey 21. Bonsoir du coup, Lily Lovella, Sergent Dak, Coco et Phoenix of Flame.
Le visiteur observa attentivement le vestibule, alors que Carson eut ouvert la porte et hocha la tête de satisfaction. C'était un homme grand et maigre, aux sourcils gris d'acier, cachant des yeux perçants. Son visage décharné, aux traits accusés, n'avait pas une ride. « C'est à propos de la salle des sorcières, je suppose ?» demanda Carson de mauvaise humeur. Son propriétaire n'avait pas su se taire. Toute la semaine précédente, Carson avait été dérangé par des amateurs d'antiquités et par des occultistes désireux de jeter un coup d'œil sur la chambre secrète qui avait vu Abby Prynne marmonner ses incantations. La patience de Carson était mise à rude épreuve et il en était venu à envisager sérieusement de déménager dans un endroit plus calme. Mais son obstination innée l'avait décidé à rester et à terminer son roman coûte que coûte, malgré les interruptions. « Je suis désolé, mais l'exposition a fermé ses portes, » dit-il, jetant un regard glacial sur le nouveau venu. « Merci beaucoup, Coco, pour tes pizzas. Merci beaucoup. » L'autre le considéra bouche bée. Puis, un éclair de compréhension traversa aussitôt son regard. Il sortit une carte de visite qu'il tendit à Carson. « Michael Lay, un occultiste sans doute ?» demanda Carson. Il poussa un profond soupir. D'après ses constatations, les occultistes étaient les pires. Ils se répandaient en allusions obscures envers les choses innommables et manifestaient un intérêt profond pour la mosaïque de la chambre des sorcières. « Je suis vraiment désolé, monsieur Lay, mais je suis extrêmement occupé en ce moment. Excusez-moi, je vous prie. » Et, peu aimable, il fit mine de rentrer dans la maison. « Un moment !» s'écria Lay vivement. Sans laisser à Carson le temps de protester, il avait saisi l'écrivain par les épaules et le regardait fixement dans les yeux, alarmé. Carson recula, pas assez vite cependant pour n'avoir pas remarqué une expression mélangée d'appréhension et de satisfaction se dessiner sur le maigre visage de Lay. C'était comme si l'occultiste y avait vu quelque chose de déplaisant, mais pas d'imprévu. « Qu'est-ce qui vous prend ?» demanda Carson sur la défensive. « Il n'est pas dans mes habitudes, je suis vraiment désolé, » dit Lay, d'une voix profonde et agréable. « Veuillez m'excuser, je pensais... » Une fois de plus, je vous prie de m'excuser. Je suis assez ému par tout ceci. En fait, je viens de San Francisco pour voir votre salle des sorcières. Cela vous dérangerait-il vraiment de me la montrer ? Je serais heureux de vous dédommager. Pas question, fit Carson avec un geste d'excuse. Il sentait s'établir un lien pervers entre lui et cet homme à la voix bien modulée et plaisante, dont le visage puissant révélait la personnalité magnétique. Non, j'inspire seulement un peu de calme. Vous n'avez pas idée à quel point ces visites me dérangent, poursuivit-il, vaguement surpris de s'entendre parler en termes d'excuses. C'est un tel désagrément. Je regrette presque d'avoir découvert cette salle. Lay se pencha avec sollicitude. Puis-je la voir ? C'est très important pour moi. Je porte un intérêt vital à ces choses-là.
Je vous promets de ne pas prendre plus de 10 minutes de votre temps. » Carson hésita, puis accepta. Tout en conduisant son hôte vers la cave, il se surprit à lui raconter les circonstances de la découverte de la salle des sorcières. Leigh écoutait attentivement, n'interrompant de temps à autre pour lui poser une question. « Le rat, savez-vous ce qu'il est devenu ?»« Tiens, non, » dit Carson, surpris. « Il doit sans doute se terrer dans son trou. » « Pourquoi ?»« On ne sait jamais, » dit Leigh, tandis qu'il pénétrait dans la salle. Carson alluma. Il y avait fait installer l'électricité et, à part quelques chaises et une table, rien d'autre n'avait été modifié. Il observait le visage de l'occultiste quand, à sa grande surprise, il le vit s'obscurcir, devenir presque fâché. En 2 pas, Leigh atteignit le centre de la pièce. Il indiqua la chaise qui se trouvait posée sur le cercle de pierre noire. « C'est ici que vous travaillez ?» demanda-t-il lentement. « Oui, c'est calme. Je ne pouvais plus travailler en haut. Trop de bruit. Ici par contre, c'est l'idéal. Dieu sait pourquoi j'écris facilement ici. Mon esprit se sent... » Il hésita. « Libre, c'est-à-dire dissocié de tout. C'est un sentiment peu banal. » Leigh acquiesça, comme si les paroles de Carson venaient confirmer ses convictions. Il se tourna alors vers l'alcôve et le disque de métal imbriqué dans le sol. Carson le suivit. L'occultiste s'approcha du mur et passa un index décharné sur les symboles effacés. Il marmonna quelque chose qui n'avait aucun sens pour Carson. Nyokta. Kamak. Il fit alors demi-tour, le visage sombre et blême. « J'en ai vu assez, » dit-il doucement. « Nous remontons ?» Carson, surpris, fit signe que oui, et reprit le chemin de la cave. En haut des escaliers, Leigh hésita, comme s'il ne savait comment aborder le sujet. Il finit cependant par demander. « Monsieur Carson, cela vous dérangerait-il de me dire si vous avez eu d'étranges songes ces derniers temps ?» Carson le regarda, les yeux rieurs. « Des songes ? Ah, je vois. Eh bien, monsieur Leigh, je ne crois pas que vous parviendrez à m'effrayer. Vos compatriotes, j'entends par là les autres occultistes avec qui j'ai discuté, ont déjà essayé ce coup-là. » « Ah, vraiment ? Ils vous ont demandé si vous aviez rêvé ?» demanda-t-il, ses épais sourcils relevés. « Plusieurs d'entre eux, oui. Et vous leur avez répondu ? Non. » Puis, comme Leigh se renfonçait dans son siège, le visage soucieux, Carson poursuivit lentement. Bien que, en fait, je n'oserais le jurer. Que voulez-vous dire ? Je pense... J'ai la vague impression d'avoir rêvé ces dernières nuits. Mais comment en être sûr ? Voyez-vous, je ne parviens pas à me souvenir du contenu de ces rêves et... il est plus que probable que vos confrères occultistes m'aient enfoncé cette idée dans le crâne. Peut-être, dit Leigh
avec réserve. Il se leva, puis, hésitant. Monsieur Carson, je vais vous poser une question plutôt présomptueuse. Est-il nécessaire que vous viviez dans cette maison? Carson poussa un soupir résigné. La première fois que cette question m'a été posée, j'ai expliqué que je voulais un endroit tranquille pour travailler à mon roman et que n'importe quelle place conviendrait. Mais ce n'est pas facile à trouver. À présent que j'ai cette salle des sorcières et que mon travail avance aussi facilement, je ne vois aucune raison de déménager et de risquer ainsi de bouleverser mon programme. Dès que mon roman sera fini, je libérerai cette maison. Vous autres, occultistes, pourrez alors vous en emparer, en faire un musée ou ce que vous voulez. Je m'en fiche. Mais j'ai l'intention de rester ici jusqu'à l'achèvement de ce roman. C'est ça, dit Leigh en se frottant le menton. Je comprends votre point de vue, mais est-ce le seul endroit de la maison où vous puissiez travailler? Il observa un instant le visage de Carson, puis poursuivit rapidement. Vous ne me croirez probablement pas. Vous êtes du genre matérialiste. La plupart des gens le sont. Un petit nombre d'entre nous savent cependant que, au-delà et au-dessus de ce que les hommes appellent la science, existe une science supérieure, fondée sur des lois et des principes qui seraient incompréhensibles à l'homme de la rue. Si vous avez lu Machen, vous vous souviendrez qu'il parle de l'abîme qui sépare le monde de la conscience de ce monde en question. Il est possible de franchir cet abîme. La salle des sorcières en est une passerelle. Savez-vous ce qu'est une galerie à écho? Hein? Fit Carson interdit. Mais il n'y a aucun... Une analogie, une simple analogie. Un homme peut chuchoter un mot dans une galerie ou dans une cave et, si vous trouvez un endroit précis, même à une trentaine de mètres, vous entendrez son murmure alors que quelqu'un se tenant à 3 mètres ne l'entendra pas. C'est un simple jeu d'acoustique. Le son est transmis à un point focal. Ce principe peut très bien s'appliquer à d'autres éléments que le son. À toute impulsion ondulatoire. Même à la pensée. Carson essaya de l'interrompre. Mais Leigh poursuivit. Cette pierre noire, située au centre de la salle des sorcières, est l'un de ses points de focalisation. Le dessin du sol, lorsque vous êtes assis dans le cercle noir, vous possédez une sensibilité anormale à certaines vibrations, à certaines puissances spirituelles. Une sensibilité dangereuse. À votre avis, pourquoi votre esprit vous semble-t-il si clair lorsque vous travaillez là? Ce qui est une erreur, un faux sentiment de lucidité. Vous êtes simplement un instrument, un microphone, branché pour enregistrer certaines vibrations pernicieuses dont vous ne pourriez comprendre la nature.
Sur le visage de Carson se lisait à présent effroi et incrédulité. Bonsoir Alexander Amarok. Mais vous ne voulez pas dire que vous croyez vraiment... Laïs se redressa. Ses yeux perdirent toute intensité et redevinrent mornes et impersonnels. Très bien. Mais j'ai étudié l'histoire de votre Abigail Prynne. Elle aussi comprenait la superscience dont je vous parle. Elle l'employait dans des buts diaboliques, la magie noire, comme on l'appelle. J'ai lu qu'elle a maudit Salem jadis. Et la malédiction d'une sorcière peut être redoutable. Voulez-vous... Il se leva, se mordillant les lèvres. Voulez-vous, au moins, me permettre de passer vous voir demain ? Carson acquiesça, presque sans le vouloir. Je crains fort cependant que vous ne perdiez votre temps. Je ne crois pas... C'est-à-dire, je n'ai pas... Il s'arrêta en bredouillant, sans trouver les mots. Je désire simplement m'assurer que vous... Autre chose. Si vous rêvez cette nuit, essayez de vous en souvenir. Si vous appliquez à reconstituer le rêve dès votre réveil, il est fort probable que vous y parviendrez. D'accord. Si je rêve. Carson rêva cette nuit-là. Il s'éveilla juste avant l'aube, habité par un curieux sentiment de malaise. Son cœur battait à tout rompre. Il entendait des galopades furtives de rats dans les murs et en bas. D'un bond, il fut debout, grelottant dans la froide grisaille du jour naissant. La lune pâle s'effaçait doucement dans le ciel nouveau. C'est alors qu'il se souvint des paroles de Leigh. Il avait rêvé, pas de doute. Quant au contenu de ce songe, c'était un autre problème. Il avait beau essayer, impossible de se rappeler. Il lui restait simplement une très vague impression de course effrénée dans l'obscurité. Il s'habilla rapidement et, énervé par le calme trop parfait de la vieille demeure, sortit s'acheter un journal. Mais à cette heure matinale, les magasins étaient encore fermés. Il se mit alors à la recherche d'un camelot. Tout en marchant, un sentiment inexplicable l'envahit. Un sentiment de familiarité. Il avait déjà parcouru ce chemin. Le profil des maisons, la ligne des toits lui étaient familiers. Pourtant, et c'était là que résidait le mystère, il n'avait pas souvenance d'avoir jamais parcouru cette rue. Paresseux de nature, il ne s'était jamais promené dans ce quartier de Salem.
Impossible cependant de se débarrasser de cet extraordinaire sentiment de réminiscence qui allait croissant au fur et à mesure de sa promenade. Il atteignit un coin et, sans penser, tourna vers la gauche. L'étrange sensation grandit encore. Il poursuivit lentement sa marche, pensif. C'était certain. Il avait suivi cette route auparavant. Très probablement l'avait-il Très probablement l'avait-il même parcouru, plongé dans de profondes rêveries, de sorte qu'il n'avait pas été conscient de son trajet. C'était là l'explication, pas de doute. Lorsqu'il prit la Charter Street, un sentiment déplaisant de malaise s'agita en lui. Salem s'éveillait. Avec le jour, d'impassibles travailleurs polonais le dépassèrent en hâte pour se rendre à l'usine. Et de temps à autre, une auto rompait le calme du matin. Devant lui, une foule compacte s'était rassemblée sur le trottoir. Il hâta le pas, conscient d'une catastrophe imminente. Avec un choc, il constata qu'il était arrivé à hauteur du cimetière de la Charter Street, l'ancien rendez-vous des morts, à l'odieuse renommée. Il se fraya aussitôt un chemin à travers la foule. Des commentaires chuchotés arrivèrent jusqu'à lui. Un dos bleu et massif s'interposa soudain. Il regarda par-dessus les épaules du policier. Et le spectacle horrible, lui coupa la respiration. Un homme était appuyé contre la grille du vieux cimetière. Il portait un costume bon marché de mauvais goût et étreignait les barreaux rouillés dans une crispation telle que les muscles ressortaient sur le dos poilu de ses mains. L'homme était mort. Et sur son visage, levé vers le ciel à un angle fou, s'était figée une expression d'horreur indicible. Ses prunelles blanches étaient convulsées en un mouvement hideux. Sa bouche s'était figée en un rictus amer. Un homme à côté de Carson tourna vers lui un visage blême. « Dirait qu'il crevait de peur », dit-il d'une voix rauque. « Je voudrais pour rien au monde voir ce qu'il a vu. Pouah, quel visage !» Et merci du follow runner et bienvenue. Carson recula machinalement d'un pas, glacé par un frisson incoercible. Il se frotta les yeux, mais la vision de cette face morte et tordue refusait de le quitter. Secoué, tremblant légèrement, il revint sur ses pas. Son regard glissa involontairement sur les pierres tombales et les caveaux éparpillés du vieux cimetière. Personne n'y avait été enterré depuis plus d'un siècle, et les tombes, recouvertes de lichen, avec leurs chérubins joufflus et leurs urnes funéraires, semblaient exhaler d'antiques miasmes. Qu'est-ce qui avait pu faire mourir cet homme de peur ? Carson respira profondément. D'accord, ce cadavre constituait un horrible spectacle, mais de là à tolérer qu'il ébranlât tant ses nerfs.
Il ne pouvait à aucun prix. Son roman en souffrirait. De plus, se disait-il sombrement, cette affaire ne nécessitait aucune explication. La victime était apparemment polonaise, appartenant à ce groupe d'émigrés qui demeure près du port. En longeant cette nuit le cimetière, endroit sur le Oui. Ne vous inquiétez pas, j'entends exactement le même son que vous, donc je sais pile quand ça s'arrête et que ça crache. C'est bien la première fois que ça fait ça. Donc, nous disions. Désolé pour celles et ceux qui ont le problème. Du coup, bonsoir Cliffhanger. Pas le choix, il va falloir aller sur les lèvres. Mais non, vous inquiétez pas. Donc nous disions donc. Excusez-moi. Vous passez une bonne soirée sinon, tranquille, bien. Désolé pour cette interruption. Nous disions donc. Désolé d'avoir cassé votre groove. Espérons que ça ne redéconne pas. Carson respira profondément. D'accord, ce cadavre constituait un horrible spectacle. Mais de là à tolérer qu'il ébranlât tant ses nerfs, il ne pouvait à aucun cas, à aucun prix. Son roman en souffrirait. De plus, se disait-il sombrement, cette affaire ne nécessitait aucune explication. La victime était apparemment polonaise, appartenant à ce groupe d'émigrés qui demeure près du port. En longeant cette nuit le cimetière, endroit sur lequel d'affreuses légendes circulaient depuis près de 300 ans, ses yeux, abusés par la boisson, avaient dû voir des fantômes n'existant que dans un esprit superstitieux. Ces Polonais étaient d'ailleurs réputés peu stables sur le plan émotionnel, sujets à l'hystérie collective et doués d'une imagination prolifique. Ainsi, la fameuse panique des immigrés de 1853, où 3 maisons de sorcières avaient été complètement brûlées, était née de l'affirmation confuse et hystérique d'une vieille femme qui prétendait avoir vu un étranger habillé de blanc, enlever son visage. Que pouvait-on attendre d'autre de tels gens ? Pensa Carson. Challenge ne pas être raciste. Lovecraft et les autres. Cependant, il ne parvint pas à retrouver son calme et ne rentra chez lui que peu avant midi. Lorsqu'à son retour il trouva Leigh qui l'attendait, il fut content de le voir et l'invita cordialement à entrer. Leigh était grave.
Avez-vous entendu la dernière de votre amie, Abigail Prynne ? Demanda-t-il sans préambule. Carson, qui s'apprêtait à verser de l'eau gazéifiée dans un verre, s'arrêta net. Après un long moment, il pressa le levier et fit gicler le liquide dans le whisky. Il tendit le verre à Leigh, en prit un pour lui, sec, avant de répondre à la question. « J'ignore de quoi vous parlez. A-t-elle... Que lui reproche-t-on » s'enquit-il d'un air faussement dégagé. J'ai consulté les archives et découvert qu'Abigail Prynne a été enterrée le 14 décembre 1960 dans le cimetière de Charter Street, un pieu planté dans le cœur. Mais qu'y a-t-il ? Rien, dit Carson d'une voix blanche. Eh bien, on a ouvert et saccagé sa tombe. C'est tout. Le pieu a été arraché, on l'a retrouvé à proximité. Il y avait des traces de pas tout autour de la fosse. Des traces de souliers. Avez-vous rêvé la nuit dernière, Carson ? Leigh avait décoché cette question à brûle-pourpoint, et ses yeux gris fixaient l'écrivain avec dureté. « Je ne sais pas, » répondit Carson, confus, en se frottant le front. « Je ne me souviens de rien. Je me suis rendu au cimetière de Charter Street ce matin. »« Oh, dans ce cas, vous avez sûrement entendu parler de l'homme qui... Je l'ai vu. » interrompit Carson en frissonnant. Ça m'a bouleversé. Il avala son whisky d'un trait. Leigh l'observait. Bien. Êtes-vous toujours décidé à rester dans cette maison ? Carson déposa son verre et se leva. Pourquoi pas ? Voyez-vous une raison pour que je la quitte ? Hein ? Après les événements de cette nuit... Après quels événements ? Une tombe a été pillée. Un Polonais superstitieux est mort de frousse en voyant les voleurs. Et alors ? Vous essayez de vous convaincre vous-même ? Mais, au fond de vous, vous connaissez... Vous devez connaître la vérité. Carson, vous êtes devenu l'instrument de puissance gigantesque et terrible. Pendant 300 ans, Abby Prynne s'est morfondue dans son cercueil, vivante, et attendant que quelqu'un la tombe dans son piège. Quelqu'un tombe dans son piège ? La salle des sorcières. Peut-être prévoyait-elle le futur en la construisant. Peut-être prévoyait-elle qu'un jour ou l'autre, quelqu'un finirait par aboutir dans cette chambre infernale et serait la proie du dessin de mosaïque. Ce dessin vous a eu, Carson. Il a permis à cette horreur toujours vivante de franchir l'abîme entre la conscience et la matière, d'entrer en rapport avec vous. L'hypnotisme est un jeu d'enfant pour un être muni des pouvoirs effroyables d'Abigail Prynne. Elle pouvait sans difficulté aucune vous forcer à vous rendre à son tombeau pour y arracher le pieu qui l'emprisonnait. Elle pouvait tout aussi facilement effacer le souvenir de cet acte de votre mémoire, de sorte que vous ne vous en souveniez pas même comme d'un rêve. Et bonsoir, Baptiste. On demande un résumé dans le chat, s'il y en a qui sont déter. Carson s'était levé. Une étrange lueur brillait au fond de ses yeux.
l'amour de Dieu, mon vieux, savez-vous ce que vous dites ?»« De Dieu !» s'écria Leigh dans un rire perçant. « Du diable, plutôt. Le diable qui menace Salem en ce moment. Oui, Salem court un danger, un terrible danger. Les hommes, les femmes et les enfants de la ville maudits par Abi-Prin lorsqu'ils la libérèrent. Lorsqu'ils la lièrent à un pieu. Et comprirent qu'ils ne pouvaient la brûler. J'ai parcouru des archives secrètes ce matin et je suis venu vous demander, pour la dernière fois, de quitter cette maison. Avez-vous terminé ? S'enquit froidement Carson. Très bien. Je vais rester ici. Vous êtes soit fou, soit ivre, mais vous n'arriverez pas à m'impressionner avec vos discours. Partiriez-vous si je vous offrais 1 000 $? Ou plus alors, 10 000. Je dispose de fonds considérables. Non, au diable ! Rugit Carson, soudain furieux. Tout ce que je veux, c'est un peu de paix pour terminer mon roman. Je ne parviens pas à travailler nulle part ailleurs. Je n'ai pas envie de... Je m'attendais à cela, reprit Leigh soudain calme, la voix empreinte d'une curieuse note de sympathie. Vous ne pouvez pas partir d'ici, mon vieux. Vous êtes pris au piège, et il est trop tard pour vous en sortir, aussi longtemps que le cerveau d'Abi-Prin vous contrôle par la salle des sorcières. Le pire, c'est qu'elle ne peut se manifester qu'avec votre aide. Elle draine vos forces vitales, Carson. Elle se nourrit de vous, comme un vampire. Vous êtes fou, dit Carson à bout. J'ai peur. Le disque de métal dans la salle des sorcières. J'ai peur de lui et de ce qu'il recouvre. Abi-Prin adorait d'étranges divinités, Carson. Et ce que j'ai lu sur le mur de cette alcôve est un avertissement. Avez-vous jamais entendu parler de Nyokta ? Carson secoua la tête impatiemment. Leigh fouilla dans sa poche et en retira un chiffon de papier. J'ai copié ceci d'un livre de la bibliothèque Kester. Un livre appelé Necronomicon. Il a été écrit par un homme qui fouillait si profondément dans les secrets défendus que les autres le disaient fou. Tenez, lisez ceci. Carson lut l'extrait, les sourcils froncés. Pour les hommes, il est le prince des ténèbres. Ce frère des anciens, appelé Nyokta. La chose qui ne devrait pas être. Elle ne peut être appelée à la surface de la terre par des crevasses et des cavernes secrètes. Et des sorciers l'ont vue en Syrie ainsi que sous la tour noire de Leng. Des grottes Teng de Tartane, il a répandu la terreur, apportant mort et destruction parmi les tentes du Grand Khan. Seule la croix potencée, l'incantation de vagues virages et l'élixir de Tikkun peuvent le repousser dans les antres ténébreux d'infamie voilée où il demeure. Leigh fixa calmement les yeux embarrassés de Carson. Vous comprenez à présent ? Des incantations et des élixirs, s'exclama Carson en lui rendant le papier. La bonne blague. Au contraire,
Les occultistes et les initiés connaissent cette incantation et cet élixir depuis des milliers d'années. Moi-même, j'ai déjà eu l'occasion de les utiliser par le passé en certaines circonstances. Et si je ne me trompe à ce sujet, il se tourna vers la porte, les lèvres pincées en une ligne blême. De telles manifestations ont pu être mises en... Et ce soir, c'est la calme. Pardon. De telles manifestations ont pu être mises en échec, jadis. Le problème consiste à obtenir l'élixir. C'est très difficile à trouver. Mais j'espère... Je reviens tout de suite. Pouvez-vous me jurer de ne pas aller à la salle des sorcières avant mon retour ? Je ne promets rien. Au revoir. Un mal de tête sourd l'oppressait, qui ne cessait de grandir depuis qu'il avait envahi sa conscience. Il éprouvait de légères nausées. Il reconduisit Leigh à la porte et attendit sur les marches du perron. Il lui répugnait de rentrer à l'intérieur. Tandis qu'il regardait l'occultiste descendre en toute hâte la rue, une femme sortit de la maison voisine. Elle l'aperçut, s'arrêta interdite, puis se répandit soudain en une tirade aiguë et furieuse. Carson se tourna vers elle et la regarda, étonné. Des élancements rendaient sa migraine insupportable. La femme approchait, le menaçant de son poing grassouillet. « Pourquoi est-ce que vous faites peur à ma Sarah ?» cria-t-elle, la figure rouge de colère. « Pourquoi est-ce que vous lui faites peur avec vos bêtes trucs, hein ?» Carson s'humecta les lèvres. Je suis désolé. Tout à fait désolé. Je n'ai pas effrayé votre Sarah. J'étais absent toute la journée. De quoi a-t-elle eu peur ? Cette chose brune. Elle courait dans votre maison, m'a dit Sarah. La femme s'arrêta, pantelante. Ses prunelles s'agrandirent. De la main droite, elle fit un geste singulier. L'index et l'annulaire, pointés vers Carson, le pouce passait au-dessus des autres doigts. La vieille sorcière. Elle recula aussitôt, marmonnant en polonais d'une voix effrayée. Carson rentra chez lui. Il se versa une rasade de whisky, réfléchit, puis l'écarta sans y toucher. Il se mit alors à arpenter le salon, se frottant de temps à autre le front de ses doigts chauds et secs. De vagues et confuses idées se bousculaient dans son esprit. Ses tempes fiévreuses battaient. Finalement, il descendit à la salle des sorcières et resta là sans pouvoir travailler. Son mal de tête devenait plus supportable dans le calme mort de la chambre souterraine. Après quelques minutes, il s'endormit. Et c'est, braves gens, le moment tant attendu de la pub. Parce qu'on est sur un service d'Amazon, donc vous vous doutez bien, il faut qu'il fasse de la thune. Donc nous allons nous laisser pour 1 minute 32, pub. Et nous reprendrons l'histoire après. Merci beaucoup du follow Kaouche TV. Et bonsoir mon cher Romain, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous passez une bonne soirée. Je vais lancer la petite pub et nous redémarrons juste après.
dégager les pubs, mais on n'a pas tellement le choix. À jouer ma folie, ça rend l'histoire que plus intense, nous dit Brad. Là, il y en a du vieux mort. On a aussi normalement Nécourt qui aurait dû cringer à un moment, puisqu'on a eu le mot jour. Pour celles et ceux qui découvrent ce soir Horrifique Histoire et qui plus est la chaîne, n'hésitez pas à me dire d'où vous débarquez, ça fait toujours plaisir à savoir. Et décidément, il y a quand même un truc chelou là. Je vais regarder mon câble. J'ai un câble qui est un peu en détresse. Et j'ai peur que ça perturbe le truc. Je vais aller, je reviens, hein, bougez pas. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui fait bugger. J'étais totalement vautré sur mon canapé loin du clavier. Haha. Pourtant, il y avait bien jour à un moment. Les bougies, on dirait des yeux. Oui, ça fait ça des fois. Alors, Pi, qu'est-ce que tu penses de cette histoire ? Elle est effrayante, mais je trouve que le lecteur est extrêmement doué. Et bon Dieu, qu'est-ce qu'il est sexy. Oh là là. C'est pas moi qui l'ai dit. Désolé, hein. C'est moi aussi, hein, ça fait trop pour moi. Je veux dire, tant de compliments. Voilà, c'est un mytho. Je vous en foutrais. Mytho. Ok, un petit peu peut-être. Trop fort ce pin. Alors lui, c'est Pi. Le nouveau Jeff Panaclock qui est avec nous, c'est ça. Et j'ai regardé un spectacle de Jeff Panaclock à la télé pendant les vacances. C'était beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Il est pas objectivement chaud, j'avoue. Mais des fois, c'est un vrai con aussi. Et merci pour les petits poissons pour ce pin ici. Bonsoir, ça détend bien de t'écouter raconter l'histoire malgré que je suis pas arrivé au début. Bah écoute, un plaisir, objectif artistique. Bonsoir, ça fait plaisir. Petit résumé, hein, basiquement, hein, notre héros qui est auteur, qui essaie d'écrire son roman, se retrouve dans la maison d'une ancienne sorcière et trouve à sa cave, enfin dans sa cave, une salle particulièrement travaillée où il se met au centre de la salle pour bien bosser tranquille. Et en fait, y a un occultiste qui vient le voir et qui lui dit « Non mais en fait, mec, c'est une connerie ce que t'as fait. Du coup maintenant, la sorcière, elle t'a contrôlé. Du coup, t'es allé la faire sortir de sa tombe et maintenant, elle est vivante à cause de toi. Et t'es tellement possédé que tu peux même plus te barrer de la maison. » Voilà à peu près. Hein. Il en faut un sur l'autre épaule pour lui dire de faire le bien quand même, j'avoue. Bienvenue sur cette chaîne Ventriloques Histoires. Alors, bonjour. Ce soir, je vais vous lire une histoire. Ça s'appelle Plus de poissons pour Pi. C'est une histoire horrible. Personnellement, ça m'arrive des fois et j'en tremble un petit peu. Je tremble. Voilà. Eh bien, bonne soirée, mon cher Alexander à Maroc. Nous allons pouvoir y retourner. Merci à lui. Il vous remercie. Chaleureusement. Merci, merci les gonzes. Merci beaucoup pour le poisson. Ça fait plaisir. Voilà. Voilà. Merci. Laisse-moi un peu, toi. Ce B pour les poissons. Merci pour le résumé. Je t'écoute en testant le logiciel. Ah, lequel ? À force, il y en a tellement maintenant. Challenge, je le garde le plus longtemps possible. Ça vous va ? On teste ?
Ça va se casser la gueule. Point d'exclamation anxiolytique de Xanax. Oui, donner des anxiolytiques, je comprends. Il en a besoin. Bref. Donc, il s'est endormi dans la salle de la sorcière. Si avec ça, je gagne pas des followers, nous sommes à 20 followers des 1700, les gens. Ça, c'est cool. Ah, Midjourney. Nice. Ah, nice. Moins nice quand on sait où est-ce qu'il apprend à dessiner. Mais bon, après... Mais c'est stylé quand même. Bref, nous pouvons reprendre. Si jamais vous n'étiez pas là dès le début, je ne vous enlève pas le plaisir d'avoir la réintro. Braves gens, c'est la deuxième partie de cette soirée. Horrifique histoire. Et je rappelle que Ozrine est le responsable officiel des résumés. Combien de temps dura cet assoupissement ? Il n'aurait pu le dire. Il rêva de Salem. Il rêva d'une chose noire, floue et gélatineuse, qui fonçait à toute vitesse dans les rues. Cette gigantesque amibe d'un noir de jet engloutissait sur son passage hommes et femmes qui tentaient de s'enfuir en criant. Il vit aussi une tête de mort qui l'épiait, un visage desséché et rétréci, où seuls les yeux semblaient vivre, embrasés d'une lumière diabolique et pernicieuse. Il s'éveilla enfin, s'assit d'un bond. Il crevait de froid. Un silence total régnait. À la lumière de l'ampoule électrique, la mosaïque verte et pourpre semblait se tordre et se contracter vers lui. Illusion qui disparut lorsqu'il sortit tout à fait des paysages brumeux de ses rêves. Il regarda sa montre. 2 heures. Il avait dormi toute l'après-midi et une bonne partie de la nuit. Il se sentait étrangement faible, et la lassitude le retenait immobile sur son siège. Toute son énergie lui semblait avoir été ôtée. L'humidité de la pièce pénétrait son cerveau, mais sa migraine avait disparu. Son esprit était parfaitement clair, dans l'expectative, comme s'il attendait que quelque chose arrivât. Un mouvement tout proche attira son attention. Une dalle du mur bougeait. Il entendit un léger grattement et, lentement, l'étroit rectangle de la cavité noire s'élargit en un carré. Quelque chose se tapissait là, dans l'ombre. Cette chose se mit alors à ramper vers la lumière, sur le regard horrifié de Carson. On aurait dit une momie. Pendant une intolérable et interminable seconde, cette pensée rongea le cerveau de Carson. On aurait dit une momie. C'était un corps squelettique d'un brin de parchemin.
Il ressemblait à un squelette sur lequel on aurait tendu la dépouille d'un grand lézard. Il remua, avança en se traînant, et ses longs ongles griffèrent bruyamment la pierre. Il arriva dans la salle des sorcières, et la lumière blanche révéla sans pitié son visage impossible, dont seules les orbites brillaient d'une vie charnelle. Carson distingua l'arête dentelée de son dos brunâtre, racorni. L'écrivain restait assis, médusé. Une peur insondable le terrassait, l'empêchant de faire tout mouvement. Il semblait pris dans les maillons d'une paralysie fantasmatique, dans lequel son cerveau, seul témoin conscient, refusait de transmettre la moindre impulsion nerveuse à ses muscles. Il se disait frénétiquement qu'il rêvait, qu'il n'allait pas tarder à se réveiller. L'horreur desséchée se leva. D'une minceur squelettique, elle se dirigea vers l'alcôve où le disque de fer était encastré dans le sol. Le dos tourné à Carson, elle s'arrêta. Un murmure sec et rauque se fit aussitôt entendre dans le silence de mort. Carson aurait voulu hurler, mais il ne le pouvait. L'épouvantable murmure se poursuivit dans un langage venu d'ailleurs. Et comme réponse, un tremblement à peine perceptible secoua le disque de métal. Il frémit et s'éleva lentement, tandis que triomphante, la monstrueuse créature levait ses bras frêles. Le disque devait avoir presque un pied d'épaisseur, mais à présent, tandis qu'il continuait à se dresser au-dessus du niveau du sol, une odeur insidieuse pénétra dans la pièce. Une odeur fauve, vaguement reptilienne et nauséabonde. Le disque s'élevait inexorablement, et un petit doigt noir apparut sous le rebord. Carson se souvint tout à coup de son cauchemar, de cet être gélatineux qui filait dans les rues de Salem. Il essayait de toutes ses forces de rompre les chaînes de sa paralysie, en vain. La chambre s'obscurcit et un sombre vertige s'approcha pour l'engloutir. La pièce tout entière bascula. Le disque de fer montait toujours. L'horreur ratatinée avait gardé ses bras levés dans un mouvement de bénédiction blasphématoire. La noirceur s'écoulait toujours de son abîme dans un mouvement d'amibe. Un bruit vint interrompre le murmure rauque de la momie. Des pas précipités. Du coin de l'œil, Carson vit un homme s'engouffrer dans la salle des sorcières. C'était Leigh, l'occultiste. Ses yeux brûlaient dans un visage d'une pâleur mortelle. Il bondit vers l'alcôve, d'où se libérait le monstre noir. Et bonsoir Remix 78 TV. Et merci du follow. Avec une lenteur surnaturelle, la chose desséchée se retourna. Leigh tenait une crux ansata d'or et d'ivoire dans la main gauche. Sa main droite pendait sur le côté.
Sa voix déferla dans la pièce, grondante et autoritaire. De petites gouttes de transpiration perlaient sur son visage blême. Ja, na, kadishtu nidgre, stelbsnak na nyokta, kiamak felgetor. Magique et irréel, les syllabes éclatèrent, reprises en écho par les parois de la voûte. Lei s'avançait à pas lents, brandissant la croix en C. Le monstre noir surgit de dessous le disque de fer. Le disque fut projeté sur le côté et une grande vague de noirceur iridescente, ni liquide ni solide, une effarante masse gélatineuse, se répandit en direction de Lei. Sans interrompre sa marche, il fit un rapide mouvement de la main droite et jeta un petit tube de verre dans la direction de la chose noire qui l'engloutit. Le monstre informe s'arrêta. Il hésita, indécis, puis recula. L'air fut aussitôt envahi par une écœurante odeur de putréfaction. Sous les yeux de Carson, de grands lambeaux brûlés se détachèrent de la chose noire, se ratatinant comme sous l'action d'un acide. L'infecte créature entama une retraite. L'infecte créature entama une retraite liquescente, laissant derrière elle d'affreux morceaux de chair noire. Un pseudopode s'étira de la masse centrale et tel un immense tentacule enserra la momie et l'entraîna dans la fosse. Un autre tentacule s'empara du disque de fer, le traîna sans effort sur le sol, et tandis que le monstre disparaissait, le disque retomba à sa place, après un fracas infernal. La pièce tout entière dansait autour de Carson. Il fut pris d'une affreuse envie de vomir. Par un effort surhumain, il parvint à se lever. Et soudain, la lumière pâlit, puis disparut. L'obscurité l'entoura. Le roman de Carson ne fut jamais terminé. Il brûla le manuscrit, mais continua pourtant à écrire. Bien qu'à dater de ce jour, aucune de ses œuvres ne fut jamais publiée. Ses éditeurs secouaient la tête et se demandaient pourquoi un aussi brillant écrivain de romans populaires s'était si soudainement engoué pour le surnaturel et l'effroyable. C'est de l'excellent travail, dit un jour l'éditeur à Carson en lui rendant son roman « Le Dieu noir de la démence ». En son genre, c'est remarquable, mais trop horrible et morbide. Personne ne le lira. Carson, pourquoi n'écrivez-vous plus le genre de roman d'avant, comme ceux qui vous ont rendu célèbre ? C'est alors que Carson rompit son vœu de ne jamais parler de la salle des sorcières. Il raconta toute l'histoire, espérant trouver une certaine compréhension. Hélas, une fois le récit terminé, son cœur se serra lorsqu'il aperçut le visage de l'autre. Un visage compatissant, mais sceptique.
C'est un rêve, n'est-ce pas ? Demanda l'homme. Et Carson rit amèrement. Oui. Un rêve. Cela a dû terriblement vous impressionner. Les rêves sont parfois comme ça. Bah, vous oublierez avec le temps. Et Carson acquiesça. Il sut alors avec certitude qu'il ne parviendrait jamais qu'à éveiller le doute quant à son équilibre mental. Il ne parla plus de cette chose gravée pour toujours dans son cerveau, de ce monstre qu'il avait vu dans la salle des sorcières après son long sommeil. Avant de fuir, pâle et tremblant cette chambre avec Leigh, Carson avait jeté un rapide coup d'œil derrière lui. Les lambeaux racornis et brûlés qu'il avait vus se détacher de ce monstre blasphématoire et absurde avaient manifestement disparu. Seules des taches noires restaient sur la pierre. Sans doute, qui sait, Abby Prince s'en était-elle retournée en enfer. Son dieu inhumain, lui, s'était retiré dans les gouffres cachés, au-delà de la compréhension humaine, repoussé par les forces puissantes de magies anciennes, ordonné par l'occultiste. Mais la sorcière avait laissé un souvenir derrière elle. Une trace odieuse qu'avait aperçue Carson dans ce dernier regard en arrière. Dépassant du bord du disque de fer, levé dans une sorte de salut ironique, il avait vu une main griffue et desséchée